Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Il s'imaginait que la fille Apache cherchait simplement un peu de chaleur sous sa tente, mais la réalité était tout autre. Avant de nous plonger dans ce récit, pensez à mettre un « j'aime » sur la vidéo et dites-nous dans les commentaires depuis quel endroit vous regardez. Le vent ne s'était pas apaisé depuis des heures. Il s'engouffrait par rafales vives dans le canyon, tirant sur les bords de la tente en toile de Harland Tate, sifflant à travers les broussailles et les branches nues de mesquite à l'extérieur. Le feu qu'il avait allumé avant le crépuscule n'était plus qu'un lit de braise rougeoyante sous un tas de bois à moitié effondré. La marmite de haricots avait refroidi depuis longtemps. La faible lueur éclairait à peine les parois intérieures de la tente. Harland était assis, le dos appuyé contre le poteau arrière, le chapeau enfoncé, les épaules rentrées dans son manteau. Le fusil Henry reposait sur ses cuisses, le canon pointé vers l'ouverture. Il n'était pas tendu, mais il n'était pas détendu non plus. Il avait passé trop d'années dans trop de camps similaires pour être totalement insouciant. La guerre lui avait enseigné cette vigilance, il avait quitté l'armée il y a 4 ans. Depuis, il chevauchait en solitaire. Capturant des mules, échangeant des peaux, évitant les villes sauf s'il avait besoin de balles ou de vivres. Ce qu'il avait commis durant les campagnes lui restait sur l'estomac comme de la viande avariée. Les villages qu'ils avaient reçu l'ordre d'incendier, les hurlements, le silence qui suivait, et la façon dont il était resté là, tenant la ligne, feignant de ne pas voir ce qu'il voyait. Ici, au milieu de nulle part, il n'avait de compte à rendre à personne pour tout cela. Il n'avait pas besoin de parler. C'était justement là l'intérêt. Il mâchait le dernier morceau d'un biscuit dur lorsque le rabat a bruissé. Ce n'était pas bruyant. Juste une brève traction du vent et une main peut-être, mais ses yeux se sont ouverts brusquement. Sa prise s'est resserrée sur le fusil. Autrement, il est resté immobile. Des années d'habitude l'avaient entraîné à attendre. Une respiration, 2. Puis il l'a vu faire ça. Une silhouette s'est baissée sous le rabat, a marqué une pause, puis a fait un seul pas à l'intérieur. La lumière du feu a d'abord atteint ses jambes, nues, égratignées, couvertes de poussière. Puis la couverture de laine enroulée de travers autour de son corps, brûlée à un coin et imprégnée de cendres. Ses cheveux étaient noirs, emmêlés, collés à sa joue par la sueur ou les larmes. Elle tremblait, mais s'efforçait de ne pas le montrer. Harland n'a pas abaissé son arme. Pas encore. Elle n'a rien dit. N'a pas supplié. N'a pas pleuré. Elle restait juste là, à moitié accroupie, la couverture agrippée autour de ses épaules comme si elle risquait de tomber. Ses yeux étaient écarquillés mais secs. Elle semblait épuisée, et elle avait l'air d'avoir déjà décidé que cet homme pourrait lui faire du mal, mais qu'elle n'avait nulle part d'autre où aller. Il continuait de l'observer, la voix basse, plate. « Tu es seul ?» Elle fit un signe de tête minime. Son menton tremblait. « Ton feu de camp est éteint, dit-il. Tu l'as amené avec toi. » Toujours aucune réponse. Son regard s'est baissé juste une seconde. Peut-être de la honte, peut-être le froid, probablement les deux. Il a abaissé le fusil, sans le poser. Il a cherché derrière lui et a sorti la couverture de rechange. De la laine fine déchirée à l'ourlet, mais mieux que ce qu'elle avait. Il l'a tendue, mais elle n'a pas avancé. Elle fixait juste sa main, ses jambes tremblant maintenant. Soit de froid, soit de l'effort de rester debout, il a laissé tomber la couverture à ses pieds. Après un moment, elle s'est penchée pour la ramasser. Ses genoux ont légèrement fléchi quand elle a bougé, et elle a laissé échapper un souffle qui ressemblait plus à de la douleur qu'à du soulagement. Lorsqu'elle s'est assise, elle a choisi le côté opposé du foyer, les jambes croisées, les yeux baissés, enveloppés maintenant dans les deux couvertures. Le rabat de la tente est retombé derrière elle et il n'a plus parlé. Elle non plus. Le silence était lourd, mais pas inconfortable, juste tendu. Harland s'est de nouveau adossé et l'a observé à travers la faible lueur du feu. Elle devait être Apache. Son visage, sa carrure, sa façon de bouger, mais il n'a pas posé la question. Pas besoin. Pas ici. Pas après ce qu'il avait vu pendant la guerre. Elle paraissait jeune, peut-être au milieu de la vingtaine, amincie par la faim, mais pas maladive. Une ossature solide, des épaules qui avaient porté plus d'un hiver. Il a remarqué ses pieds à nouveau, fendus au talon, saignant par endroits. Elle avait parcouru un long chemin pieds nus. Cela signifiait qu'elle avait été désespérée, ou pourchassée, ou les deux. Il savait quel genre de choses pouvait pousser une femme comme elle à fuir aussi loin dans le pays des canyons. Parfois,
c'étaient des soldats. Parfois, c'était son propre peuple. Parfois, c'était pire. Il a resserré son manteau et a fixé les braises. Et aucun mot n'a été échangé entre eux pour le reste de la nuit. Mais quelque chose a changé. Elle n'a pas dormi. Pas au début. Elle restait juste immobile, la couverture serrée autour d'elle, tressaillant au craquement d'une bûche dans le feu. Elle gardait une main glissée sous le bord de la couverture, et il s'est dit qu'il pouvait y avoir un couteau là. Bien. Cela signifiait qu'elle n'était pas complètement sans défense. Lorsqu'elle a fini par dormir, c'était un sommeil léger, agité. Elle s'est recroquevillée sur elle-même comme une enfant, les pieds repliés, la mâchoire serrée, les épaules tremblant même sous les deux épaisseurs. Elle ne lui a jamais tourné le dos, pas une seule fois. Harland n'a pas dormi du tout. Ses pensées roulaient comme des pierres. Pourquoi était-elle venue ici, dans cette tente, parmi toutes celles qui auraient pu être laissées par des chasseurs ou des éclaireurs? Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Il ne pouvait s'empêcher de se demander si c'était peut-être la guerre qui le rattrapait. Pas avec des balles, mais avec des gens. Le feu a baissé. Il a ajouté 2 autres bâtons. Vers le matin, elle a bougé dans son sommeil. La couverture a glissé d'une épaule et il a aperçu le bord d'une ecchymose sombre traversant sa clavicule. Sa mâchoire s'est crispée. Il n'a pas détourné le regard. Elle n'a pas bougé. Le soleil s'est levé lentement, pâle à travers la brume du canyon. Lorsqu'il s'est finalement mis debout, étirant son dos avec un grognement sourd, elle s'est réveillée en sursaut. Elle s'est redressée brusquement, les yeux de nouveau écarquillés. Tout doux, dit-il, la voix toujours basse, je vais juste nourrir les bêtes. Elle n'a rien dit, mais elle n'a pas fui non plus. Il est sorti de la tente pour affronter le vent. Le froid était plus mordant qu'auparavant. Il a enfilé ses gants, ajusté l'écharpe autour de son cou et s'est dirigé vers les mules attachées. Derrière lui, il a entendu le rabat de la tente bouger, sans toutefois s'ouvrir. Elle était toujours là. C'était suffisant pour l'instant. À la mi-journée, le ciel s'était suffisamment dégagé pour qu'un soleil blafard perce la brume, projetant une faible lumière sur le sol du canyon. Harland s'agenouilla près du foyer à l'extérieur de la tente, encourageant la flamme à partir de quelques brindilles sèches et de morceaux d'écorce. Il avait déjà tiré de l'eau d'un ruisseau et mis des haricots à tremper. Derrière lui, la fille n'avait toujours pas prononcé un mot. Il observait la façon dont elle tenait sa tasse. Comment elle jetait un coup d'œil à son fusil posé contre la souche qui lui servait de siège. Comment ses épaules se raidissaient lorsque le vent se levait. Elle était habituée au danger. C'était évident. Mais elle n'avait pas fui. Ni pendant la nuit. Ni aux premières lueurs du jour. Cela signifiait quelque chose aussi. « Tu as un nom ?» demanda-t-il. Elle ne le regarda pas, mais après une pause, ses lèvres bougèrent. « Taza » dit-elle doucement, presque comme si le mot lui-même était fragile. Il fit un simple signe de tête. « Harland. » Elle ne le répéta pas, se contentant de ranger ce nom quelque part derrière son regard. Il ne demanda rien de plus. Il savait qu'il ne fallait pas forcer les confidences chez quelqu'un qui ne le connaissait pas bien. Mais il y avait des choses qu'il devait savoir. Elle était jeune, peut-être 24 ans, peut-être moins, mais ses yeux semblaient plus vieux que les siens. Ce genre de fardeau ne venait pas de l'errance. Il venait du fait d'avoir été banni. Il n'avait vu aucune trace autour du canyon depuis une semaine. Pas de soldats, pas de traîtres, pas de groupe de chasse. Si son campement avait été attaqué, ce n'était pas récent. Et si quelqu'un était encore à ses trousses, elle ne se serait pas arrêtée. L'un des pièges avait attrapé un lièvre. Un autre ne retenait rien d'autre qu'une brindille cassée. Il réarma les deux en silence. Au troisième piège, elle s'avança, faisant signe pour avoir son couteau. Il regarda sa main. Des doigts fins, des paumes calleuses, quelques petites cicatrices le long du poignet. Pas douce, pas négligente. Il lui tendit la lame. Elle s'accroupit, libéra le lièvre du fil de fer, le vida avec des gestes rapides et experts, et enveloppa la viande dans un morceau de toile. Lorsqu'elle rendit le couteau, elle croisa son regard pour la première fois. Il n'y avait aucune gratitude dans ce regard, juste une observation fixe et inquisitrice, comme si elle décidait encore s'il était assez sûr pour rester à proximité. De retour au camp, elle écorcha le lapin et étala la peau à plat sur un rocher sans qu'on le lui demande. Il remarqua sa façon de travailler. Précise, méthodique,
le genre de compétence transmise par nécessité, non par choix. Elle ne bougeait pas comme une servante. Elle bougeait comme quelqu'un qui avait trop survécu pour rester oisif. Harland reprit une déchirure dans son manteau pendant qu'elle travaillait, mais à mi-chemin, l'aiguille se cassa. Il leva les yeux. Les nuages s'amoncelaient rapidement au-dessus de la ligne de crête. Le vent s'était levé à nouveau. Plus froid cette fois. Si la neige arrivait tôt, il serait bloqué là pour des jours. Il hocha la tête, jeta 2 autres bûches dans le feu et se glissa sous la tente. Elle le suivit de près, se baissant pour éviter le rabat. Une fois à l'intérieur, elle s'enroula de nouveau étroitement dans ses 2 couvertures et s'assit près du foyer, les jambes repliées contre elle, les paupières lourdes d'épuisement. Il retira son manteau et ses bottes, posa le fusil à ses côtés et s'assit, le dos appuyé contre le mât arrière. Ils ne parlèrent plus, mais lorsque le vent se mit à hurler au dehors et que la toile gémit sous la tension, elle se rapprocha de quelques centimètres. Pas assez pour le toucher, juste assez pour sentir la chaleur émanant de son épaule. Elle tressaillit lorsqu'une rafale fit claquer le rabat, mais ne s'éloigna pas. Il resta immobile. Il la laissait décider de la distance de sécurité. Il la laissait tracer la limite. Plus tard, quand le feu diminua et qu'une faible lueur rouge éclairait à peine l'espace entre eux, elle s'allongea sur le côté, la tête sur son bras, les yeux mi-clos. Mais avant de sombrer dans le sommeil, elle murmura quelque chose de si faible qu'il l'entendit à peine. « Pourquoi tu ne m'as pas touché la première nuit ?» Harland fixa les braises, la mâchoire serrée. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, aussi calme que le vent à l'extérieur, il répondit « Parce que tu ne voulais pas que je le fasse. » Elle ne répliqua pas. Elle expira simplement, lentement et régulièrement, et ferma les yeux. Et dans l'espace qui les séparait, quelque chose s'installa qui n'était pas là auparavant. Pas encore de la confiance, mais quelque chose de proche. Et pour la première fois depuis des années, Harland s'autorisa à fermer les yeux alors que quelqu'un d'autre était encore éveillé, car il savait qu'elle ne s'enfuirait pas. Pas ce soir. Plus maintenant. La tempête frappa violemment aux premières heures. Pas avec de la neige comme Thasa l'avait prévenu, mais avec du grésil, une pluie glaciale et tranchante qui martelait le toit de toile et transformait le sol extérieur en une épaisse boue rouge. Le vent poussait brutalement contre les parois de la tente, les faisant osciller et grincer comme une vieille grange sur le point de céder. À l'intérieur, l'air était assez froid pour voir leur souffle. Thasa avait serré les couvertures autour d'elle et s'était mise en boule près du foyer. Harland avait alimenté les braises 3 fois durant la nuit, juste pour empêcher l'humidité de s'installer dans leurs os. Il ne dormit pas beaucoup. Même quand ses yeux se fermaient, ses oreilles restaient aux aguets. Chaque rafale le faisait tendre la main vers le fusil à ses côtés. Pas parce qu'il pensait que quelqu'un était là, mais parce qu'une partie de lui le pensait toujours. Au matin, le sol dehors s'était transformé en bouillie. L'une des mules avait rongé son attache pendant la nuit et avait erré en haut de la colline. Harland trouva les traces, jura doucement et passa près de 2 heures à amadouer l'animal pour le faire redescendre la pente, ses bottes maculées de boue glaciale. À son retour, Thasa avait fait bouillir de l'eau et y faisait infuser une poignée d'herbes. Il ne demanda pas où elle les avait trouvées. Il ne l'avait pas vu quitter le camp. Elle avait dû les ramasser des jours plus tôt et les garder enveloppées dans ses affaires. Elle lui offrit une tasse. Le goût était amer et inconnu, mais cela chassa le froid de sa poitrine. Il but tout. Ensuite, il se mit à affûter ses pièges. Elle l'observa un moment, assise près du feu, frottant ses mains pour les réchauffer. Puis, sans un mot, elle prit un morceau de lacet en cuir brut et commença à réparer l'une des boucles de collet cassées qu'il n'avait pas encore touchées. Harland s'arrêta, jeta un coup d'œil, puis retourna à son travail. Il n'avait pas besoin de parler. Cela devenait clair. Plus tard ce jour-là, la tempête s'éloigna, laissant derrière elle un air humide et des sentiers de pierre glissants. Harland envisagea de plier bagages et de se diriger vers le sud, plus près des routes commerciales d'hiver près de Dragoon Pass. Mais quelque chose le fit hésiter. C'était peut-être le poids de la présence de Thasa. C'était peut-être la façon dont elle continuait de recoudre son manteau sans qu'on le lui demande, ou comment elle remuait les haricots juste assez pour qu'ils ne collent pas à la marmite. De petites choses, des choses silencieuses, mais qui s'additionnaient. Cet après-midi-là, elle lui raconta finalement ce qui s'était passé. Ils étaient assis près du feu, Thasa écrasant une poignée de gousses de mesquite trempées pour en faire une pâte avec le bord d'une boîte de conserve. Ses doigts bougeaient lentement, les yeux rivés sur sa tâche. « Mon peuple, commença-t-elle, la voix basse, ils disent que je porte malheur.
Harland ne leva pas les yeux du lapin qu'il nettoyait, mais il entendit chaque mot. Ils ont dit que la maladie est venue parce que je suis resté après la mort de l'enfant. Ils ont blâmé la tempête. La fuite des chevaux, les pièges vides. Ils m'ont traité de maudite. Elle marqua une pause. Il ne la regardait toujours pas, il attendait simplement. Ils m'ont laissé dans les collines sèches, sans chaussures, sans nourriture. Ils ont pris mon frère. Sa voix se brisa alors, à peine. Ils ont dit qu'il serait mieux sans moi. La mâchoire de Harland se crispa. Il finit de découper le lapin et posa le couteau. Quel âge a-t-il ? Demanda-t-il. 7 ans. Il hocha la tête une fois. Tu sais où ils l'ont emmené ? Elle secoua la tête. Je pense à une mission près du poste de traite. Ils ont dit que le prêtre là-bas recueille les orphelins. Harland laissa les mots se poser. Il ne dit rien de réconfortant. Il ne savait pas comment faire, mais il la regarda alors, la regarda vraiment, et il vit quelque chose de différent sur son visage. Pas de la peur, pas du chagrin. De la détermination. Cette nuit-là, elle ne s'endormit pas recroquevillée en boule. Elle s'allongea près de lui sous la même couverture, le dos tourné vers sa poitrine, sans contact, mais proche. Il sentait sa respiration lente et régulière, et pour la première fois, elle ne tressaillit pas lorsque le feu claqua ou que le vent fit trembler les parois de la tente. Dans l'obscurité, il garda les yeux ouverts, fixant le plafond de toile. Ses pensées dérivèrent vers la mission près du poste de traite. Il y était passé une fois, des mois auparavant, une église aux murs blanchis à la chaux, une croix délavée, des enfants au crâne rasé et au regard vide. Il se souvenait de la voix trop mielleuse du prêtre. Il se rappelait la façon dont l'homme avait regardé les garçons apaches, comme s'ils étaient des chiens errants qu'il dressait. Il n'avait pas aimé cela à l'époque. Il l'aimait encore moins maintenant. Il ne le dit pas, mais la décision était prise, si le garçon était là, il le trouverait. Pas pour la rédemption, ni pour le pardon, simplement parce que c'était la seule chose juste à faire. Le lendemain matin, il tendit à Taza une paire de ses épaisses chaussettes en laine et lui dit de voyager léger. Il partirait après le petit déjeuner. Elle le regarda longuement, sans questionner, sans remercier, le voyant simplement tel qu'il était. Puis elle hocha la tête. Ce n'était plus une fille, ni une invitée, mais une femme à ses côtés. Et peut-être qu'à la fin de tout cela, il serait quelque chose comme une famille. Pas par le sang, mais par la persévérance. Ils levèrent le camp avant l'aube. Harland parlait peu. C'était rarement son genre. Mais ses gestes étaient fermes, concentrés, de ce calme qui signifiait qu'une décision avait été prise et ne serait pas révoquée. Il n'emballa que le nécessaire, des haricots secs, du café, du silex, les pièges qu'il n'avait pas eu le temps de réarmer, son fusil et le reste de la viande de lapin enveloppée dans un tissu. Taza roula la toile serrée et la fixa avec une corde pendant qu'il sanglait les charges des mules. Elle ne demanda pas où ils allaient. Elle n'en avait pas besoin. Il en avait assez dit en déclarant qu'il partait. Le sentier vers le sud, en direction du poste de traite de la mission, était accidenté. Moins un chemin qu'un souvenir de passage. La piste de gibier se divisait et s'effaçait dans les broussailles, et la roche sous les pieds était glissante à cause de la tempête. Harland marchait devant, guidant les mules par leurs rênes. Taza suivait de près, ses pieds désormais enveloppés dans les mocassins en cuir rapiécé qu'il avait sortis de son sac la veille. Ils étaient trop grands, mais elle ne se plaignit pas. En milieu de matinée, le ciel se dégagea et le soleil perça d'une lumière froide, projetant de longues ombres sur les parois du canyon. Un faucon tournoya au-dessus d'eux. Harland s'arrêta une fois, écouta, puis bifurqua vers l'ouest, quittant le sentier. Ils traversèrent un lit de rivière asséché et gravirent une crête basse pour contourner un peuplier tombé. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, le pays s'ouvrit largement en contrebas. Un vaste bassin plat s'étendant vers le sud, rompu seulement par des peupliers lointains et un mince panache de fumée loin vers l'horizon. La mission. Ils ne parlèrent pas de ce qui s'y passerait. Pas encore. Mais le poids de la chose voyageait avec eux. Le soir venu, ils atteignirent une vieille cabane de berger à moitié effondrée mais sèche. Harland attacha les mules à une racine de pin pignon et alluma un feu à l'intérieur en utilisant des branches arrachées au toit brisé. Taza tria leurs provisions pendant qu'il nettoyait le dernier fil de collet. Lorsque le feu prit vigoureusement, elle s'assit à côté, les jambes repliées sous elle, les traits de son visage s'adoucissant pour la première fois depuis des jours. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-elle, la voix basse mais sans timidité.
Harland ne répondit pas tout de suite. Il vérifiait la crosse de son Henri, ses doigts traçant la fissure le long de la poignée. « J'aurais aidé n'importe qui dans cette tempête, dit-il. » Elle inclina la tête, pas convaincue. Pas la première nuit. Il leva les yeux alors, non pas vers elle, mais vers l'espace à côté d'elle. Sa mâchoire se contracta. J'ai fréquenté assez de camps pour connaître la différence entre une femme qui demande un abri et une qui s'attend à être prise de force. Il le dit sans colère. Juste la simple vérité. Taza regarda le feu. Tu ne m'as rien demandé. Tu ne le fais toujours pas, Harland haussa légèrement les épaules. Ça ne veut pas dire que je suis bon. Tu n'es pas mauvais, dit-elle. Il ne répliqua pas. Il retourna simplement à son fusil. Plus tard, après avoir mangé, elle fouilla dans sa besace et en sortit un petit paquet de tissus. À l'intérieur se trouvait un jeton en os sculpté, un symbole apache usé par le temps. Elle le lui tendit. Mon frère a sculpté ceci avant qu'il ne l'emmène, dit-elle. Si le prêtre l'a toujours, il le reconnaîtra. Harland le retourna dans sa main. C'était simple, un cercle avec une fente au sommet, le symbole du cri du faucon. Il hocha la tête une fois et le glissa dans sa poche. Cette nuit-là, alors que le feu faiblissait, elle s'assit plus près de lui qu'auparavant, sans le toucher, mais assez près pour qu'il puisse entendre sa respiration, régulière et profonde. Elle ne tressaillit pas lorsqu'il tira la couverture sur eux deux. Sa tête reposait contre son épaule. Et pendant un long moment, il ne dit rien. Mais dans ce silence, l'air entre eux changea. Il n'y avait aucune urgence, aucune attente. Juste l'accord silencieux de deux personnes choisissant la même direction. Au matin, ils étaient de nouveau en mouvement. Le terrain s'aplanissait à mesure qu'ils approchaient de la mission. L'armoise et la poussière cédaient la place à des ornières de chariots usés et à des clôtures en rails fendus, grisées par le temps depuis longtemps. Des rires d'enfants résonnaient faiblement au loin. Harland ralentit le pas. Le visage de Taza s'était fermé. Ses doigts se crispèrent sur le tissu de sa robe. « On y va ensemble » dit-elle doucement. Il lui jeta un coup d'œil. « D'accord, mais s'il me voit et essaie de me reprendre. » « Il ne le fera pas » trancha Harland, d'un ton calme mais définitif. Ils atteignirent la lisière de la mission juste au moment où la cloche sonnait pour le repas de midi. La cour était bondée. Des garçons à moitié morts de faim étaient rassemblés par une femme plus âgée armée d'une baguette. Un prêtre ivre dormait sous son chariot et le prêtre se tenait près du puits, les manches retroussées, discutant avec l'un des habitants de la ville. Harland s'avança d'un pas lent et assuré. Son fusil était en bandoulière dans son dos, mais bien visible. Ses bottes résonnaient sur la terre battue à mesure qu'il approchait. Le prêtre se retourna. Il était plus jeune que dans le souvenir de Harland. Les cheveux gominés, le manteau propre, et ce genre de sourire qui n'atteignait jamais les yeux. « Je peux vous aider, l'ami » demanda l'homme d'une voix douce. « Je cherche un garçon, » dit Harland. Apache, du nom de Kolo, environ 7 ans. Il a pu passer par ici il y a quelques semaines. Le prêtre haussa un sourcil. Nous recueillons beaucoup d'orphelins ici. Je dois vérifier les registres. La mâchoire de Harland se serra. Amenez-le. Peut-être pourrions-nous parler dans mon bureau. Maintenant, dit Harland, la voix basse et plate. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, quelque chose de froid, de final, qui fit hésiter le prêtre. Il hocha la tête, se tourna et appela. Un instant plus tard, un petit garçon fut amené par une autre femme. Ses vêtements étaient propres, mais flottaient sur lui. Ses cheveux avaient été coupés courts, mais son visage était celui de Taza. Même mâchoire anguleuse, mêmes yeux sombres. Quand il la vit, il se figea. Puis il courut. Taza tomba à genoux et le rattrapa dans ses bras. Il pleurait. Elle aussi, sans bruit. Juste des halètements silencieux étouffés contre son épaule. Harland détourna le regard, leur laissant ce moment. Le prêtre s'éclaircit la gorge. Vous ne pouvez pas simplement l'emmener. Il y a des papiers, des règles de garde. Harland se tourna de nouveau vers lui. Tout près. Il n'est pas à vous, dit-il. Et vous pensez qu'il est à vous? Harland ne répondit pas. Il plongea simplement la main dans sa poche, en sortit un papier plié et le lui tendit. Le prêtre l'ouvrit. C'était un permis d'échange légal du district sud de l'armée, signé par un quartier-maître sous les ordres duquel Harland avait servi. Ce n'était pas un document de garde,
mais cela lui donnait l'autorité de relocaliser tout jeune tribal à des fins de protection. C'était suffisant pour effrayer le prêtre, qui recula. « Bien, mais c'est votre responsabilité maintenant. » Arlon ne répliqua pas. Il tourna les talons et marcha vers le portail. Derrière lui, Taza suivait, portant son frère dans ses bras. Ils ne parlèrent pas avant d'être loin des murs de la mission. Puis, à bout de souffle, elle dit, « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Arlon continua de marcher. « Ouais, dit-il. Je l'ai fait parce que le passé ne se répare pas tout seul. Tu dois choisir de faire mieux. » Et il avait fait un choix. L'atmosphère changea dès qu'ils quittèrent l'enceinte de la mission. Ce n'était pas la météo. C'était le silence, ce genre de calme lourd qui s'installe après qu'une décision a été prise, et que son poids ne s'est pas encore fait sentir. Le garçon, Kolo, avait cessé de pleurer, mais il s'accrochait au flanc de Taza comme une vigne à la pierre. Une main emmêlée dans sa manche, l'autre serrant toujours le jeton sculpté qu'il n'avait pas lâché depuis qu'elle le lui avait rendu. Arlon marchait quelques pas devant, les yeux scrutant l'horizon par habitude, ses bottes imprimant un rythme lent à travers l'herbe sèche. Il ne parlait pas. Ses pensées étaient assez bruyantes. Il continuait de revoir le visage du prêtre. Ce mélange d'arrogance et de peur. Il n'aimait pas ce genre d'homme. Ceux qui utilisaient la paix comme un masque pour le contrôle. Ce garçon n'avait pas seulement été gardé là-bas. Il avait été modelé, façonné, ses cheveux coupés, sa langue effacée, ses vêtements trop propres, son âme courbée. Ils établirent le camp 1 heure avant le coucher du soleil près d'un arroyo asséché bordé de mesquites. L'abri était simple, juste une toile drapée sur 2 mules attachées et fixées avec des pierres. Taza alluma le feu pendant que Arlon effectuait une reconnaissance du périmètre. Il posa 2 collets, même s'il ne s'attendait pas à ce que quoi que ce soit tombe dedans. C'était juste la routine, et la routine l'apaisait. À son retour, Taza écrasait des haricots dans la marmite avec le dos d'une cuillère tandis que Kolo était assis en face d'elle, les yeux écarquillés, les genoux remontés contre sa poitrine. Il n'avait pas dit un mot depuis la mission, mais il observait tout. « Il est toujours aussi calme ?» demanda Arlon en posant son fusil. Taza jeta un coup d'œil à son frère. Il parlait avant. Ça lui reviendra. Il se souvient de toi. Elle hocha la tête. Ils lui ont dit que j'étais morte. Arlon ne fit aucun commentaire là-dessus. Il s'assit simplement près du feu et se versa du café. Kolo le fixait, sans scier. Après 1 minute, le garçon parla enfin, d'une voix incertaine. « C'est toi le soldat ?» Arlon leva les yeux. Taza se raidit. Arlon hocha lentement la tête. « Je l'étais. Plus maintenant. » Le garçon ne répondit pas, continuant juste de fixer le fusil appuyé à côté de lui. « Tu as peur de moi ?» demanda Arlon, franc et direct. Kolo ne répondit pas, mais son regard s'abaissa et il se pencha un peu plus près de sa sœur. Taza tendit le bras et posa une main sur sa tête. « Il n'a pas besoin d'avoir peur, » dit-elle doucement. « Tu n'as fait de mal à personne aujourd'hui. Tu as fait l'inverse. » Arlon ne savait pas quoi faire de cette remarque, alors il se contenta d'un signe de tête et attisa le feu. Après le repas, Taza entreprit de brosser la terre des pieds de Kolo, essuyant ses plantes avec le bord de sa couverture. Arlon observait la tendresse dans ses mouvements, la patience. Elle lui parlait doucement dans leur langue, et le garçon se penchait vers elle comme s'il se rappelait enfin ce qu'était la sécurité. Lorsque Kolo s'endormit, recroquevillé contre elle sur la couverture, Taza leva les yeux. « Tu aurais pu t'en aller, » dit-elle. Arlon ne fit pas semblant de ne pas comprendre. « J'aurais pu, mais tu ne l'as pas fait. » Il tisonna les braises. « Parfois, on ne part pas parce que la route derrière est pire. » Elle l'observa un long moment, puis ajouta calmement, « Tu as fait des choses. » Il ne répondit pas immédiatement. « Des choses dont je ne parle pas, je sais quel genre de choses, » dit-elle, non pas comme une accusation, mais comme un fait. « J'ai vu des soldats incendier notre réserve. Ils ont abattu un homme parce qu'il retournait à l'intérieur chercher du maïs. Je me cachais derrière une pile de bois. J'avais 8 ans. » Arlon la regarda alors, sans pitié, comprenant simplement. « J'étais là, » dit-il. « Pas cette fois-là, mais d'autres fois. » Taza hocha la tête. « Tu n'étais pas obligé de le dire. »« Si, je l'étais. » Elle bougea, s'asseyant un peu plus près. Sa voix baissa. « Mon peuple a vu ce qui m'était arrivé et a dit que c'était parce que j'avais été épargné, que j'aurais dû mourir comme les autres.
et que ma survie signifiait que les esprits s'étaient retournés contre moi. Il regarda la lueur du feu danser sur son visage. C'est pour ça qu'ils t'ont abandonné? Elle acquiesça une fois. Il disait que je portais l'ombre des morts. Le silence s'étira de nouveau. Mais celui-ci n'était pas pesant. Il était partagé. Ce n'est pas le cas, dit-il simplement. Elle le regarda, captant son regard. Tu portes ton propre poids. Tout comme moi. Pendant un long moment, elle ne cligna pas des yeux. Puis, lentement, elle tendit la main et effleura le bord de sa manche. Juste le tissu. Rien de plus. Tu crois qu'on peut construire quelque chose ici, demanda-t-elle, après ce que nous sommes tous les deux. Nous le sommes déjà, répondit-il. Nous ne l'avons juste pas encore dit à voix haute. Cette nuit-là, elle se blottit de nouveau contre lui, mais cette fois, ce n'était pas à cause du froid. Il ne chercha pas à la toucher, ne l'attira pas vers lui, mais il ne s'éloigna pas non plus. Son souffle réchauffait sa poitrine, et sa main restait posée près de sa clavicule. Dehors, le vent du canyon s'était enfin apaisé. Kolo ne pleura pas dans son sommeil, et Arlon, pour la première fois depuis des années, ne rêva pas de feu. Ils chevauchèrent lentement le lendemain matin, non par prudence, mais parce qu'aucun d'eux n'avait dit où ils allaient. Il n'y avait plus besoin de se précipiter. Le garçon était avec eux maintenant, agrippé à la taille de sa sœur à l'arrière de la mule de bâtiment. Sa tête reposait contre sa colonne vertébrale, les yeux mi-clos, ses petites mains serrant sa ceinture avec la confiance d'un enfant qui avait connu l'abandon et reconnaissait la sécurité quand elle revenait enfin. Arlon marchait à leur côté, les rênes dans une main, son Henri en bandoulière dans le dos. Ses bottes soulevaient la poussière du sol du canyon alors qu'il traversait le ravin étroit à l'ouest du lit de rivière asséché, le même sentier qu'il avait emprunté des mois plus tôt lorsqu'il piégeait seul. L'endroit semblait différent maintenant, moins vide. Ils installèrent le camp avant le coucher du soleil sous une corniche où le vent se brisait net au sommet. C'était un endroit dont ils se souvenaient, sec, avec assez de broussailles pour se couvrir et un foyer naturel entouré de pierres plates. Arlon le dégagea pendant que Taza déballait les affaires. Kolo ramassa des brindilles sans qu'on le lui demande, comme quelqu'un qui ne sait pas s'il survivra un jour de plus. Elle l'observa un moment, puis parla de nouveau, la voix plus calme désormais. « Tu le portes toujours avec toi. Ce que tu as fait pendant la guerre ?» Il ne leva pas les yeux de la lame. « Ce n'est pas quelque chose qu'on dépose. »« Pas complètement. »« Alors qu'est-ce que tu en fais ?»« Essayez de ne plus être cet homme, dit-il. Et si je ne peux pas réparer ce que j'ai fait, je peux au moins empêcher que ça se reproduise. » Taza hocha lentement la tête. « Tu l'as déjà fait. » Il leva les yeux vers elle à cet instant. « Tu dis que ça a de l'importance ?» Elle plongea la main dans la bourse nouée à sa hanche, en sortant une petite aiguille et un brin de fil effiloché. « Ton manteau se défait encore, » dit-elle en désignant l'accroc près de son coude. Il fit un geste d'indifférence et le lui tendit. Elle le prit avec délicatesse et commença à reprendre la couture, reprisant en silence. Le feu claqua une fois, projetant des étincelles dans l'obscurité. Lorsqu'elle eut terminé, elle plia soigneusement le vêtement et le présenta, mais ne le lâcha pas immédiatement. « Je sais que tu n'as pas réclamé ceci, » dit-elle. « Moi, Kolo, tout ça. »« Je n'ai pas réclamé grand-chose, » répondit Arlon. « Mais ça ne veut pas dire que je ne les désire pas maintenant. » La façon dont elle le regarda alors, stable, sans ciller, était ce qui ressemblait le plus à une question qu'il ait jamais vue dans ses yeux. Il y répondit en glissant plus près, comblant l'espace entre eux lentement, non pour l'envahir, juste pour être proche. Elle ne s'écarta pas. Sa main resta sur le manteau, reposant désormais entre eux. Ses doigts effleurèrent les siens, il laissa d'abord parler le silence, puis d'une voix basse et égale, il dit « Si tu restes, je bâtirai quelque chose de mieux que de la toile et des braises. Je trouverai du bois, j'élèverai des murs, je mettrai un toit au-dessus de vos têtes. » La voix de Taza était assurée. « Et si je reste, je cuisine chaque matin. Je prépare des remèdes quand Kolo tousse. Et je dors à tes côtés parce que je le choisis. » Il déglutit difficilement, les yeux toujours ancrés dans les siens. « Alors je veux que tu le fasses. » Elle acquiesça, puis se pencha en avant et posa son front contre son épaule. Ses cheveux tombèrent sur sa poitrine. Il ne bougea pas pendant un long moment. Il la laissa simplement être là. Dehors, le vent tourna de nouveau, plus doux cette fois. Le désert autour d'eux était silencieux, non pas vide, juste attentif. Plus tard, lorsqu'ils s'allongèrent,
Taza se blottit contre son torse, son bras drapé sur ses côtes. Kolo, à moitié endormi, se recroquevilla plus près lui aussi, une petite main posée sur la botte de Arlon comme un enfant revendiquant un territoire. Cette nuit-là, il n'était pas nécessaire de monter la garde. Il n'y avait rien à fuir et nulle part ailleurs où aller. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le canyon le lendemain matin. Le vieux sentier se rétrécissait entre des parois rocheuses inclinées et des broussailles denses marquées de pistes de lapins. Mais Arlon connaissait un endroit. Une station de ligne abandonnée, nichée contre une paroi rocheuse, oubliée après que les dernières patrouilles de cavalerie se soient dissipées des années auparavant. Le toit s'était effondré et la moitié du mur en rondin manquait, mais les fondations en pierre tenaient bon. L'eau était proche. Le bois de chauffage abondait. Il s'est dit que cela pouvait redevenir quelque chose. C'était la première fois qu'il y revenait depuis la guerre. À l'époque, il l'utilisait pour dormir entre les ordres. Maintenant, il revenait avec autre chose en tête. Il arrêta la mule sur la crête et regarda la clairière en contrebas. Taza s'avança à côté de lui, Kolo lui tenant la main. Le garçon s'était un peu dégourdi, parlant en murmure doux à sa sœur, répondant même à Arlon par des hochements de tête discrets, mais il restait proche. Toujours proche. Taza suivit le regard de Arlon à travers la clairière. « C'est ici que tu veux construire ?» Il hocha la tête. « Il reste assez de pierres pour encadrer un mur. Le toit prendra du temps, mais c'est un début. » Elle ne remit rien en question. Elle dit simplement, « Alors nous devrons faire sécher la viande tant qu'il fait encore chaud. » C'était tout. Pas de cérémonie, pas de discours, juste un objectif partagé. Ils déballèrent tout avant midi. Kolo transporta des pierres de l'ancienne fosse pour marquer un cercle de cuisson. Taza installa la toile en guise d'appentis pour l'ombre tandis que Arlon commençait à creuser ce qui deviendrait la nouvelle cave à racines. Ils travaillèrent jusqu'au coucher du soleil. Aucune plainte, aucun mouvement inutile. Chaque tâche, aussi petite soit-elle, participait à l'édification de quelque chose qui pourrait durer. C'est ainsi qu'à la fin du deuxième jour, ils avaient élevé une charpente de rondins verticaux renforcés par de la corde et de la pierre. Taza fit bouillir des lanières de tendons pour lier les poutres. Kolo aida à presser de l'argile entre les fissures du mur pour empêcher le vent d'entrer. Arlon travailla jusqu'à ce que ses mains saignent. Cette nuit-là, alors que le feu réchauffait la clairière, ils s'assirent près l'un de l'autre et regardèrent les ombres danser sur les murs à moitié construits. « Est-ce que ça ressemble à un foyer ?» demanda Taza, en brossant des copeaux de bois de sa jupe. Arlon ne répondit pas immédiatement. « Ça ressemble à un endroit qui pourrait le devenir. » Mieux que de la toile ? Il acquiesça. Mieux que de fuir. Kolo s'était endormi à proximité, bien enveloppé dans l'une des couvertures de laine, la tête posée sur un sac de haricots pliés. Taza se rapprocha, les bras croisés contre la fraîcheur. « Tu sais, dit-elle doucement. Quand j'étais petite, je pensais qu'un homme ne pouvait jamais appartenir à la terre à moins d'y être né. Et maintenant ? Maintenant, je pense que l'appartenance est quelque chose que l'on construit, pas quelque chose qu'on reçoit. » Arlon chercha sa main sans rien dire. Elle le laissa faire. Ils restèrent ainsi un long moment, les doigts entrelacés, le dos appuyé contre le mur neuf. Les étoiles étaient de sortie, claires et nettes au-dessus de leur tête. Le vent du canyon était retombé à nouveau. On aurait dit que la terre respirait plus doucement à présent. Le lendemain matin, il trouva Kolo en train d'empiler des pierres en cercle et d'essayer de façonner une cheminée avec des brindilles. Lorsqu'Arlon passa devant lui, le garçon leva les yeux. « C'est à nous maintenant ?» demanda Kolo. Arlon s'accroupit près de lui, regardant les petites mains placer une pierre plate au sommet. « Ça l'est si nous continuons à y travailler. » Taza apparut dans le champ de vision, portant un panier d'oignons sauvages et de gousses de mesquite. Elle eut un sourire timide. Alors mieux vaut ne pas s'arrêter. À la fin de la semaine, ils avaient 4 murs. Pas encore de porte, mais le vent ne mordait plus avec autant de férocité. À l'intérieur, il y avait un endroit pour dormir, un coin pour les vivres, et un petit espace où Kolo avait disposé 2 pierres et un bâton, comme si cela pouvait un jour devenir une table. Cette nuit-là, le garçon demanda s'il pouvait dormir plus près de Arlon. Non par peur, mais par besoin de réconfort. Taza observa la scène, et sa voix se fit douce lorsqu'elle prit la parole. « C'est toi qui lui as donné ça, dit-elle. »« Quoi donc ?»« Cette stabilité. » Arlon ne répondit pas. Il se contenta de resserrer la couverture autour de l'épaule du garçon et le laissa dormir.
Lorsque Taza s'allongea près de lui plus tard, sa voix n'était plus qu'un souffle contre sa poitrine. Tu te demandes parfois pourquoi ça devait être nous. Non, répondit-il. Ce qui m'importe, c'est que ce soit le cas. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'essayait pas seulement d'oublier l'homme qu'il avait été. Il essayait de devenir quelqu'un pour qui cela valait la peine de rester. Les jours devinrent plus froids alors que le vent tournait au nord. Le givre nappait les broussailles chaque matin, et leur souffle restait suspendu dans l'air longtemps après le lever du soleil. Les nouveaux murs de l'abri gardaient le vent à l'extérieur, mais pas le froid, alors il maintenait le feu allumé presque jour et nuit. Kolo commença à se lever tôt sans qu'on l'appelle, ramassant du petit bois, secouant le givre de la toile, nourrissant les flammes comme s'il s'agissait de son travail. Personne ne le lui avait demandé. Il le faisait simplement parce qu'ils avaient construit quelque chose à présent, pas seulement un abri, mais un rythme. Taza avait commencé à planter des oignons d'hiver dans la parcelle de terre meuble près du mur ouest où le soleil donnait. C'était choisir de rester proche, parce que cette proximité avait commencé à signifier bien plus que la simple survie. Cette nuit-là, après le repas, Arlon vérifia de nouveau le cadre de la porte. C'était rudimentaire, renforcé avec du bois irrégulier et une charnière rouillée qu'il avait récupérée sur un essieu de chariot, mais cela tenait. À l'intérieur, Kolo dormait déjà, recroquevillé près du feu, une main glissée sous sa tête. Taza s'approcha derrière lui et enroula ses bras autour de sa taille. « Tu travailles sans cesse » dit-elle doucement. « Il reste des choses à faire » répondit-il sans se retourner. « Je sais » murmura-t-elle. « Mais je veux te parler avant qu'il ne fasse trop sombre. » Il se retourna, laissant ses bras le guider vers la chaleur de l'abri. À l'intérieur, ils s'assirent près du feu, genou contre genou. Le regard de Taza restait ancré dans le sien. « Tu sais, » dit-elle doucement. « La première nuit où je suis entré dans ta tente, je pensais que je devrais me vendre simplement pour ne pas mourir de froid. » La mâchoire de Arlon se crispa, mais il garda le silence. « Je ne pensais pas que tu me laisserais rester sans vouloir quelque chose en retour. » Il la regarda à cet instant. « Je m'en souviens. » Elle hocha la tête. « Mais tu ne l'as pas fait. Pas une seule fois. Et je n'aurais rien pris que tu n'aies pas donné de toi-même. » La voix de Taza se fit plus basse, son souffle chaud contre sa joue. « Je sais. C'est pour ça que je le donne maintenant. » Sa main monta vers son visage, ses doigts effleurant sa barbe naissante, ses yeux sont dans les siens. Elle l'embrassa une fois, doucement, sûrement, et sans hésitation. Ce n'était pas rapide. Ce n'était pas prudent. C'était le genre de baiser qui disait « Je t'ai observé assez longtemps pour savoir quel genre d'homme tu es. » Et il l'embrassa en retour de la seule façon qu'il connaissait, stable, réelle, sans précipitation ni excuse. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, son front reposait contre le sien. « Je ne veux pas juste survivre à tes côtés, » murmura-t-elle. « Je veux rester. » Il la serra contre lui, ses bras l'enveloppant comme si elle était quelque chose qu'il avait porté trop longtemps pour accepter de le déposer maintenant. « Tu ne vas nulle part » dit-il. Dehors, le vent soufflait bas à travers les broussailles du canyon, mais il ne touchait pas le feu. Pas à l'intérieur de leur mur, pas là où cela comptait. Plus tard, lorsqu'elle posa sa tête sur sa poitrine et qu'ils se blottirent ensemble sous la couverture, il ne chercha pas son fusil. Pour la première fois depuis la guerre, il dormit sans craindre que quelqu'un lui prenne ce qui comptait pour lui. Et dans l'obscurité, juste avant que sa respiration ne devienne régulière, Taza murmura, « Encore une chose. Tu ne me dois rien, Arlon. Mais je suis à toi maintenant. » Il ne répondit pas par des mots, il resta simplement là. Parce que parfois l'amour ne parle pas. Il ne part simplement pas. L'hiver arriva lentement, puis tout d'un coup. D'abord, ce ne furent que les matins, du givre blanc sur les rochers, une morsure plus dure dans le vent. Puis vint le vrai froid, un air épais, un ciel couleur d'ardoise. La neige tomba sur le canyon en nappes inégales, collant au bord de l'abri, s'accumulant le long des corniches de pierre jusqu'à ce que même les pins semblent courbés par le poids. Mais eux trois restaient au chaud. La cabane n'était pas terminée, pas selon les normes habituelles, mais elle était solide désormais. Arlon avait renforcé le toit avec des poutres transversales en bois. Taza avait calfeutré les parois avec de la mousse et des roseaux tressés pour isoler du froid. Ils creusèrent une rigole afin d'éviter que les eaux de fonte n'envahissent la zone de repos. Kolo aida à empiler le bois sec en rangées ordonnées derrière la structure. L'ensemble n'avait rien d'esthétique, mais il remplissait sa fonction. À l'intérieur, l'air demeurait tiède. Le foyer ne s'éteignait jamais.
L'espace de nuit était désormais partagé sans la moindre réserve, et chaque soirée se concluait de la même manière, Taza blotti sous le bras de Harland, Kolo niché à leurs pieds, tandis que le vent secouait les parois sans danger à l'extérieur. Il n'était plus question de départ. Au troisième matin suivant la première grosse chute de neige, Harland sortit, le col de son manteau relevé, ses bottes crissant sur la croûte immaculée. Il scruta la crête à la recherche de pistes. Du cerf, peut-être du renard. Les collets étaient restés vides depuis plusieurs jours. Il leur faudrait bientôt de la viande. Pourtant, l'inquiétude ne l'effleurait pas. Pour la première fois depuis des années, il ressentait une stabilité sous ses pas. Pas seulement le sol, mais cette existence, ce lieu, cette cabane. Il pivota en entendant la porte grincer derrière lui. Taza apparut, drapé dans son vieux manteau de cavalerie, les manches tombant bien au-delà de ses doigts. Son souffle formait de la buée. Ses joues étaient rosies par la chaleur du foyer, non par le froid. « Tu inspectes les pièges ?» demanda-t-elle. « Plus tard, » répondit-il. « La neige est trop fraîche. Rien n'a encore bougé. » Elle vint se placer près de lui, s'appuyant légèrement contre son flanc. Ils demeurèrent ainsi un instant, contemplant le canyon silencieux. « J'ai fait un rêve cette nuit, » dit-elle doucement. Harland fendait des bûches près du mur du fond tandis que Taza préparait un ragoût de légumes racines et de viande d'écureuil séché. Kolo rangeait du bois d'allumage sous l'appentis et sélectionnait des pierres pour le foyer. Ce n'était pas grandiose, mais c'était leur chez-soi. Plus tard, alors que Taza reprisait l'une des chemises de Kolo près de l'âtre, Harland fouilla dans son sac et en retira un morceau de cuir plié qu'il avait travaillé quelques jours plus tôt, à l'abri des regards. Il passa une dernière fois le pouce sur les lignes gravées, puis s'approcha pour le lui remettre. Elle le déplia lentement. C'était une plaque nominative, du cuir lisse marqué d'une inscription soignée, Taza, Kolo, Tat. Son regard resta figé un instant. Elle fixait simplement les mots. Puis ses doigts se mirent à trembler légèrement. Elle leva vers lui des yeux incertains. « Tu peux garder ton nom, » dit-il. « Mais si tu veux le mien, il est à toi. » Elle posa son aiguille, se leva avec lenteur et vint se blottir dans ses bras. Elle ne versa pas de larmes, mais l'étreignit plus fort que jamais auparavant. Kolo leva les yeux de ses pierres. « Cela signifie-t-il qu'elle est ta femme maintenant ?» Harland baissa les yeux vers elle. « Si elle le souhaite. » Taza répondit sans le quitter des yeux, « Je l'étais déjà, depuis le jour où tu n'as rien exigé de moi. » Cette nuit-là, ils s'allongèrent côte à côte. La peur s'était évanouie. Plus personne n'attendait que quelqu'un vienne tout leur arracher. Il ne restait que le bruit du vent au dehors et la respiration de 3 personnes dormant à proximité les unes des autres. Non par nécessité, mais par choix. Et au matin, ils s'éveilleraient pour une nouvelle journée à bâtir ensemble.